Salut à vous les petits loups. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire suite au dernier extrait de La Morte. Donc on avait, je vous rappelle, un personnage qui a perdu la femme qu'il aimait, qui décide, donc qui perd un peu la tête, etc. Qui décide de passer la nuit dans un cimetière. À la nuit tombée, il ne retrouve plus l'endroit où se trouve la femme qu'il aime, etc., etc. Et puis il assiste à un truc un peu bizarre. Les morts sortent de leur tombe, effacent les inscriptions funéraires qui sont sur leur tombeau et inscrivent la vérité, et on a une vision de la société qui est très négative, etc. etc. Et il se dirige donc maintenant vers la tombe de la femme qu'il aime, découvre qu'elle l'a trompé, il s'évanouit, on le retrouve le lendemain inanimé, mais il ne sait pas ce qui lui est arrivé, en tout cas il ne nous donne pas de précision, on a une ellipse à ce moment-là. Et donc du coup, voilà, c'est là que s'arrête l'histoire. Ça me permet de faire un petit point sur ce qu'est le fantastique, donc petit point que vous aviez normalement à recopier à la suite de la correction des questions dans votre cahier. Donc le fantastique, c'est un registre, d'accord. Donc c'est-à-dire que c'est un type de texte, ça donne une tonalité, un ton à un texte, et ça possède quelques caractéristiques. Dans ces caractéristiques, en fait, si vous devez retenir ce qu'est le fantastique par rapport au merveilleux, le fantastique, on a des événements magiques ou surnaturels qui arrivent et qui sont jugés comme anormaux, et donc qui vont choquer le personnage. Celui-ci va éprouver de la peur, de l'incompréhension, il ne sait pas ce qui se passe, il n'arrive pas à appréhender ce qui se passe, et du doute. Il va se demander si ce qu'il vit est bien la réalité. Généralement, la fin de ce genre d'histoire est abrupte. Elle arrive rapidement et ça nous laisse sur notre faim. Et si le personnage, lui, est persuadé d'avoir vécu la chose, etc., un doute persiste. Et ce doute persiste également chez le lecteur qui, lui, a plus d'éléments qui lui ont été donnés par l'auteur. On a une hésitation entre deux explications possibles. Une explication rationnelle, où on va se dire que ça ne peut pas arriver, les choses surnaturelles n'arrivent pas, et c'est forcément une hallucination, un rêve, une invention du personnage. Enfin, une explication surnaturelle où on se dit, bon, peut-être que les trucs bizarres, ça peut arriver quelquefois, etc. Et donc on a vraiment un personnage qui a vécu une expérience surnaturelle. Voilà. Mais comme le lecteur, enfin le personnage était tout seul, c'est compliqué d'avoir d'autres versions que la sienne, et donc du coup de pouvoir faire ce travail de recherche, etc., pour finir par décider si oui ou non ça lui est arrivé. Donc chez le lecteur, on a un doute qui subsiste. Voilà pour ça. Je vous avais dit ensuite qu'après la morte de Maupassant, on travaillerait sur un deuxième texte, celui que vous attendiez parce que vous vouliez la correction. Il s'agit de l'Auberge du Larzac. Donc je vous ai pas mis le début de l'Auberge du Larzac, hein, c'est pour ça que ce sont des extraits choisis. Donc le premier texte, hein, c'est celui des épreuves communes. Donc du coup, je vous resitue un petit peu l'action. Ça se passe dans le Massif central, dans une partie qu'on appelle les Cévennes, au XIXe siècle, donc à l'automne 1828. Vous vous doutez que l'automne dans les Cévennes, c'est peut-être pas forcément, on n'a pas un temps absolument radieux, et justement on a notre narrateur qui est un officier qui va vers sa nouvelle caserne, sa nouvelle affectation, qui est surpris par l'orage et la pluie. Voilà, et en plus on a une menace un peu bizarre qui affole sa jument et qui fait qu'elle s'enfuit. Mu par la peur, le narrateur va l'imiter, et en fait il va se laisser guider par une lumière qu'il aperçoit au loin, en se disant qu'il va rentrer dans une habitation et que ses poursuivants ne pourront plus l'atteindre. Donc il se laisse guider par cette lumière et il arrive en vue d'un bâtiment étrange, et c'était là que vous aviez le texte de l'auberge du Larzac. Voilà, alors je vous le lis pas, etc., hein, je vous remettrai le texte sur le NT et sur Pronote éventuellement, mais voilà, si vous avez votre texte, vous collez votre texte à cet endroit-là, si vous l'avez pas, vous laissez de la place, et je vous le donnerai quand on se reverra. Donc, première question, on vous demandait à quel moment se déroulait l'action. Donc, l'action, la scène se passe durant la nuit. Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi c'était important.
Les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, elles sont assez mauvaises, ça c'est un doux euphémisme. Non seulement il pleut, mais en plus il fait de l'orage. D'accord. Donc dans le paratexte, vous aviez une citation, le narrateur, un officier, est surpris par la nuit et l'orage. Et enfin, ligne 15, il essaye d'utiliser son briquet qui est épargné par la pluie. L'auberge était pleine de vie, abandonnée ou peu fréquentée. Ici, on peut comprendre que vous ayez eu un doute parce qu'on a certains éléments qui peuvent nous dire, qui peuvent nous laisser penser que cette auberge, elle peut être occupée. Sauf que normalement, vous avez aussi d'autres indices qui vous laissent penser que ben non, en fait. La table bancale qui faillit s'effondrer, donc bancale, ça veut dire qu'elle tient pas debout. Normalement, si vous êtes dans une auberge qui accueille du monde, le mobilier est censé tenir la route. Un âtre vide et inutilisé, donc un âtre, c'est là où on fait du feu. Normalement, encore une fois, quand vous recevez du monde, votre âtre, il est utilisé, et surtout à l'époque où il n'y a pas de chauffage et où le feu vous sert de chauffage. Et en plus, là, il est mentionné dans le texte que il est plein de toiles d'araignée. Normalement, à moins d'être la famille Adams, mais quand vous recevez des gens, il n'y a pas de toiles d'araignée. Enfin, vous vous arrangez pour les nettoyer. Et enfin, on a des bouteilles qui sont là, qui sont poussiéreuses et qui ont depuis bien longtemps perdu toute leur utilité, qui sont vides depuis bien longtemps, etc., etc., qui ont rendu l'âme depuis longtemps. Voilà. On vous demandait ensuite si la chandelle que trouve le personnage est rassurante. Eh bien non, il précise que sa présence, au lieu de le rassurer, le remplit plus d'inquiétude. Et on peut se demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce que, comme on l'a dit juste avant, il n'y a personne dans l'auberge. Et pourtant, il y a une chandelle qui est allumée. Qui a allumé cette chandelle? Pourquoi la personne qui a allumé cette chandelle ne se montre-t-elle pas? Peut-être parce qu'elle n'est pas visible. Voilà, donc du coup, vous avez un certain nombre d'éléments qui peuvent générer de l'angoisse ici chez le narrateur et expliquer pourquoi cette chandelle ne le rassure absolument pas. On vous parlait ensuite de l'expression rendre l'âme. Donc rendre l'âme, c'est cette image selon laquelle, lorsque vous poussez votre dernier soupir, votre âme s'échappe en même temps que votre dernier soupir. Donc techniquement, rendre l'âme, ça veut dire mourir. Ici, dans ce contexte-ci, ça voulait dire que les bouteilles étaient vides ou hors d'usage. Voilà. À la ligne 4, on a un on. On ne se montrera pas. Il s'agit de l'aubergiste que le narrateur attend. D'accord. Il appelle l'aubergiste, mais il ne se montre pas. Donc on ne se montrera pas, c'est l'aubergiste. À la ligne 20, en revanche, ça désigne la menace. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce mot est entre guillemets. On insiste dessus et on utilise des guillemets parce qu'on ne sait pas quelle est cette menace. On sait que c'est un truc dangereux, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on insiste encore plus sur le caractère étrange de on avec ces guillemets. Un insidieux frisson me traversa, le verbe est au passé simple. Juste avant, on est dans des actions secondaires, de la description, etc. Et là, tout à coup, hop, votre action, c'est comme si vous appuyez sur play. Ça se remet en route. L'histoire se remet en route. Donc on a eu ce qu'on appelle une action de premier plan ou une action soudaine. En plus, là, vous aviez le soudain. Donc c'était un peu évident. Question suivante, on vous demandait de relever les mots qui appartenaient au champ lexical de la peur dans le dernier paragraphe. Et j'insiste sur le dernier paragraphe, beaucoup trop d'élèves ont donné des mots qui étaient partout dans le texte. Si on vous met des consignes, lisez-les. Donc vous aviez anxiété et angoisse, ligne 24, et terrifié, ligne 28. Alors certains ont pu mettre mot pressa, etc., etc. Pourquoi pas, de toute façon, ça ne change pas grand-chose à la suite. Ils sont employés dans un ordre croissant, c'est-à-dire qu'on va du plus faible au plus fort. On a une gradation qui indique que la peur du personnage est en train d'augmenter. Cette peur, elle va aussi, à travers tout le texte, se manifester de manière physique, de manière physiologique. Le corps du narrateur va avoir des réactions parce qu'il a peur. Donc on a tressaillant, ligne 4, on parle de frisson, ligne 19, on a cette oppression, ligne 24, donc le fait qu'il n'arrive plus à respirer, que vous retrouvez jusqu'à m'étouffer, ligne 24, et de la transpiration, donc je suais, ligne 27. Voilà. Question 9, on vous demandait comment était formé le mot invisible. Et là, j'ai cru que j'allais vous mettre des claques. Je vous ai dit, on répond par des phrases. Donc, il est formé du préfixe. En plus, invisible, on l'avait déjà vu en classe.
Donc j'ai cru vraiment que j'allais vous taper. Donc on a le préfixe un qui indique le contraire. Alors ça, qui indique le contraire, ça vous permettait d'avoir une bonification, un petit bonus du radical vise et du suffixe de possibilité, là aussi petit bonus, ible, qui permet de former un adjectif. Petit bonus possible aussi. Littéralement, ça signifie que l'on ne peut pas voir et en petit c, on vous demandait de le glisser dans une phrase qui pouvait indiquer son sens. En fait, donc l'air est invisible, bon bah on ne le voit pas, je ne vois pas cet homme, il est invisible, tiens, comme c'est pratique. Il a disparu, il est devenu invisible. Et ensuite, on acceptait tout adjectif formé de la même manière. Indescriptible, impitoyable, invincible, inimaginable, immangeable, imbuvable, que sais-je encore, enfin, voilà, immobile, etc., 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 vous pouviez vous en donner à cœur joie. Alors, était-ce une bonne idée de se réfugier dans cette auberge? Au début, on pouvait très sincèrement penser que oui, puisque le narrateur cherche un abri. Il pleut, il est menacé, donc en effet, ça peut sembler être la chose à faire. Sauf que rapidement, on comprend que ça n'est pas la bonne solution. L'auberge est abandonnée, donc il ne va pas trouver de secours dans cette auberge, et en plus, ça n'est pas un refuge, mais une prison. Il est piégé dans cette auberge, et à la fin, il a l'impression que on entoure l'auberge. Et donc du coup, il est pris au piège. Et donc là, on se dit, c'est foutu. Voilà. La réécriture, vous deviez faire attention à un certain nombre de choses. Déjà, nous traversa et pas nous traversâmes, puisque le sujet du verbe traversa, ça reste le frisson. Donc ça reste de la troisième personne du singulier. Chasser prend un S parce que en fait le COD c'est nous. Il avait chassé qui? Ben, il avait chassé nous. Et du coup il se trouve avec... donc on est avec avoir et le COD se trouve avant le verbe. Nous protéger, ça on s'en fichait. Éclairer, bah, qui est éclairé? C'est nous, donc je mets un S. Visible et vulnérable, bah, c'est nous également, donc je mets un S. Et nous nous dressâmes et pas nous nous dressions parce que le temps ne change pas. Voilà. Question 12. Ne pas confondre la présentation d'un document, c'est-à-dire je dis ce qu'est le document, et sa description, je dis ce que je vois. Donc le document était un tableau ou une tempura sur carton d'Edouard Munch qui s'intitulait Le Cri, qui avait été réalisé en 1893 et qui est actuellement conservé au musée Munch d'Oslo. Au premier plan, on voyait un homme qui se tenait le visage et qui criait. Il avait l'air un peu terrifié. Il se tenait sur un pont. À l'arrière-plan, à gauche, on voit des silhouettes indistinctes qui semblent le suivre ou s'éloigner. On ne sait pas trop. Et à droite, on a une nature qui a l'air sauvage et déserte. C'est un peu compliqué de deviner parce que le tableau de Munch est un peu fouillis à ce niveau-là. Voilà. Les liens possibles étaient que les deux personnages, que ce soit celui sur le pont ou celui dans l'auberge, ont peur, qu'ils se trouvent dans un lieu peu fréquenté. Là, ici, le pont, il n'y a pas l'air d'avoir foule, et l'auberge, bah, elle est abandonnée, donc il n'y a personne. La nature torturée du tableau de Munch pouvait rappeler l'orage, et les silhouettes indistinctes pouvaient rappeler la menace qui était évoquée par on. Voilà ce qu'on attendait de vous dans ces épreuves communes. Alors j'ai pas corrigé la dictée je pense qu'on la reprendra ensemble parce que comme ça on pourra s'arrêter sur les points qui vous ont posé problème. Il y en a un certain nombre. Voilà. Mais donc ici on est sur le moment où les choses vont basculer, d'accord? Je vous ai passé toute la partie, le cadre réaliste, etc. Voilà, même s'il y a un cadre réaliste. Là, on rentre dans la préparation du fantastique. On a cette menace, on a le narrateur qui va se retrouver seul, de nuit, dans un lieu peu fréquenté. Et c'est là que les choses vont s'enchaîner. Il commence déjà à avoir peur et sa peur, elle, grandit. À la fin, il est terrifié. Et donc voilà, on s'arrête là. C'est d'ailleurs pour ça que suite à cette séance-là, vous aviez des petits exercices sur exprimer la peur que je vais peut-être corriger juste après. Et voilà. Et ensuite, on travaillera sur le deuxième extrait, que je vous mettrai sur l'espace de Phoclas, donc de l'auberge du Larzac, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui attendait notre personnage à ce moment-là, et puis vous pourrez comparer éventuellement avec vos rédactions. Voilà. Donc je m'arrête là hein, pour maintenant. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage pour cette nouvelle semaine de confinement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, par mail, par Pronote, par le NT. Enfin, globalement, je voyage entre les différentes plateformes. Voilà, prenez soin de vous, les petits loups, et surtout n'oubliez pas de travailler régulièrement.